Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Il vous dit quoi lire, vous renseigne sur vos amis et fouille dans vos données. Je parle évidemment de Facebook, l'un des multiples réseaux sociaux auxquels vous avez donné les clés de votre vie sociale. J'exagère, me direz-vous, si peu, nous pourrions faire de nombreuses émissions tellement Facebook s'est insinué dans nos vies avec notre bon vouloir. Nous allons donc parler de la face cachée de Facebook, celle qui s'anime avec les algorithmes. Un récent scandale nous a obligés à lever la tête de cet écran si attrayant et à nous poser la question, Facebook protège-t-il vraiment nos données? Donc pour avoir la réponse, restez à l'écoute. Pour parler de Facebook, de notre vie privée et de nos données, nous retrouvons Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, responsable du baccalauréat en journalisme, ancien journaliste à Radio-Canada et au Journal Voir, je pense. Bonjour. Oui, bonjour. On retrouve aussi Anne-Sophie Letellier, étudiante au doctorat en communication à l'Université du Québec à Montréal, co-directrice des communications chez Crypto Québec. Oui. Bonjour. Bonjour. On l'a déjà rencontrée. Elle était l'an dernier à l'émission sur les hackers. Absolument. Donc, on mettra le lien dans l'émission pour vous réécoutiez l'émission aussi. Donc, bonjour à tous les deux. On va commencer par l'affaire Cambridge Analytica. Le chercheur Alexander Kogan de l'Université Cambridge a transmis des données sur 50 millions d'usagers de Facebook à la firme Cambridge Analytica, une compagnie qui a travaillé pour les campagnes de Donald Trump et du Brexit. Alors, qui est responsable? Le chercheur, l'université, Facebook? Professeur Roy? Toutes ces réponses, je dirais. Ouais. Hein? Anne-Sophie est d'accord. Au départ, c'est clair que effectivement, M. Kogan avait mis au point une application qui demandait aux utilisateurs le but de sa recherche, c'était de faire des profils psychométriques des utilisateurs. Et puis là, les gens on leur demandait de donner accès à un certain nombre de leurs données personnelles qui sont sur Facebook, entre autres la liste de leurs amis. Et de donner accès donc à ces amis-là. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que là où il y a eu un problème, c'est que M. Kogan a donné, là, ça lui a permis de ramasser des données sur, je me souviens plus combien une centaine de milliers, entre 100 et 200 000. C'était 270 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Au départ. Ouais. Mais lorsqu'on allait chercher tous les amis de tous ces gens-là, ça donnait un bassin de 50 millions de personnes. Et le problème, c'est lorsque M. Kogan a permis à Cambridge Analytica d'accéder à ces données-là et d'en faire un autre usage que l'usage pour lequel les utilisateurs avaient consenti initialement. Au départ, c'était pour faire des profils sociométriques, mais entre les mains de Cambridge Analytica, ces données-là ont servi à faire du profilage politique. Et les utilisateurs n'en avaient aucune idée. Alors, le problème, il est là. L'autre problème, là où Facebook a aussi une responsabilité, c'est qu'ils étaient au courant depuis 2015. Oui. Et ils n'ont pas averti leurs utilisateurs que leurs données étaient utilisées. Ils n'ont pas bouché le trou. Là. Alors, les deux sont responsables. Puis même, on voit en ce moment la manière dont Mark Zuckerberg organise ses relations publiques. Il parle beaucoup de comment il va régler la donne face à Alexander Kogan, face à Cambridge Analytica. Puis il dit en même temps, du même souffle, mais en étant beaucoup plus prudent, qu'il va essayer de restreindre d'autres personnes qui pourraient avoir accès à ces données-là. Mais quand on parle de justement être plus transparent sur quelles sont les applications, quelles sont les compagnies qui pourraient avoir accès à des données similaires, ben là, il est beaucoup plus évasif et c'est beaucoup plus difficile en fait de voir c'est quoi sa position là-dedans sur quoi faire maintenant, parce que on s'entend que le modèle d'affaires de Facebook est basé sur la collecte de données personnelles, donc des applications comme celle qui a servi à la collecte de données. Bon, on voit ça quand même assez souvent, mais la différence, c'est que c'est souvent sur des bases marketing. Donc, on s'en sert pour pousser la publicité ciblée. Puis là, souvent, le monde voit un peu moins c'est quoi l'intérêt de se révolter par rapport à ça. Mais la même technologie peut également servir à faire du profilage politique. Puis ça, on dirait que la différence, la marge entre ces deux usages-là, Facebook a été un peu négligent. Et puis, il y a aussi un grand manque aussi face à Alexander Kogan. Je veux dire, quand on ramasse des données
puis là, je pense que je parle aussi en tant que future chercheuse à l'université, on a un devoir éthique aussi de protéger tout ça. Donc, le vendre à une compagnie, ça, c'est un énorme manquement éthique aussi. Là. Mais Facebook aussi, vous l'avez dit, a été pas juste un peu négligent, mais à mon sens, a été très négligent parce qu'ils connaissent très bien la valeur de ces données-là. Je vais vous raconter une histoire. En 2014, j'avais un projet. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'information. Quelle est l'information à laquelle on accède lorsqu'on ouvre notre Facebook tous les matins? Alors, j'avais un projet qui m'aurait, si vous aviez participé à ce projet-là, par exemple, j'aurais pu voir tout simplement ce que Facebook vous offre le matin, le midi, le soir, lorsque vous vous y connectez. Alors, bon, pour participer à mon projet de recherche, vous aurez consenti à ce que je vois ça. Mais pour faire ça, j'avais également besoin et pour le faire à grande échelle, avec un grand nombre d'utilisateurs, j'avais également besoin de l'autorisation de Facebook. Donc, j'ai contacté à l'époque Facebook Research. Je leur ai expliqué mon projet, je leur ai dit tout ça, et ils ont refusé. Ils ont refusé, et à mon sens, bon, c'est une hypothèse, mais avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on vient d'apprendre avec tout le scandale de Cambridge Analytica, à mon sens, ils ont refusé parce que un projet comme celui que j'avais élaboré m'aurait permis de comprendre, de déduire des choses sur la façon que leur algorithme fonctionne. Absolument. Exactement. Donc, Facebook protège très bien ses données à elle, ses données industrielles. Et on l'a vu avec Cambridge Analytica, ils protègent très mal les données personnelles de leurs utilisateurs. Oui, mais justement, pour protéger nos données, que faut-il? Plus de réglementation, plus de surveillance, ne plus utiliser les réseaux sociaux? Plus d'éducation. Plus d'éducation. Je pense que, encore une fois, toutes ces réponses. S'il y avait un chemin unique pour parvenir à une solution, on n'aurait pas des discussions aussi complexes que ça. La réalité, c'est que d'après moi, une très grande partie du problème, c'est le modèle d'affaires de Facebook. Donc, à la base, si toutes ces données-là sont récoltées, si elles sont stockées à un endroit, il y a le potentiel de faire ça. Ça fait des années que plusieurs personnes disent que de permettre à une compagnie de récolter autant de données sur soi, c'est littéralement leur faire un chèque en blanc. Donc, ça, premièrement, la manière dont l'entreprise, la corporation fonctionne, c'est quelque chose de problématique. Son opacité aussi, justement, le fait qu'on puisse pas savoir s'il y a d'autres personnes qui ont accès à un nombre équivalent de données, également problématique. Mais en amont aussi, au niveau des politiques publiques, en ce moment, on est une couple d'années en retard là-dessus. Puis là, je suis pas juriste, j'ai pas de proposition de politique publique super claire, mais dans tous les cas, il faut commencer à penser justement à implanter des lois qui permettent de dire qu'est-ce qu'on peut ramasser de comme données. Ensuite, c'est quoi le niveau de transparence des compagnies. Donc, il faut exiger de ça. Puis aussi, il faut avoir des mécanismes pour punir en cas de faute parce que là, en ce moment, s'il y a quelque chose qui est illégal qui est fait, on manque d'outils juste pour essayer justement de soit les punir ou les tenir à tout le moins redevables à leurs consommateurs. Oui. Aujourd'hui, j'en aurais une proposition juridique à faire. Cool! Yes! Au Québec, il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Bon, il y a bien du monde beaucoup d'organismes ont des renseignements personnels sur nous. Des organismes publics, il y a une loi pour ça aussi. Ouais. Mais les entreprises privées aussi, on pense à Bell, Vidéotron et plein d'autres là, qui ont des renseignements personnels, nos numéros de carte de crédit par exemple. La loi elle dit bien, il y a un article, l'article 10, si je me rappelle bien, qui dit que ces entreprises-là ont une responsabilité, elles doivent protéger les données qu'elles recueillent. Mais c'est pas tout le monde qui est soumis à cette loi-là, seulement les entreprises privées. Les partis politiques ne sont pas soumis à cette loi-là. Le Journal de Montréal a une histoire que je trouve vraiment intéressante. Ils ont révélé que le parti politique du maire Coder a fait l'objet d'une fuite de données. Donc, ces donateurs il y a des renseignements privés sur ces donateurs ont été captés, ont été piratés. Non, évidemment, adresse, mais aussi numéro de carte de crédit. Et même les 3 petits chiffres derrière, là. On n'était pas chiffré. C'était pas crypté. Et donc, ça fait l'objet d'une fuite. Le parti politique, là-dedans, n'a aucune responsabilité. Dans le contexte juridique dans lequel on se trouve. Alors, il est grand temps qu'on commence à appliquer nos lois aux partis politiques. Ah oui, absolument. Oui. Comment se place Facebook parmi les autres réseaux sociaux en matière de gestion de données? Il semblerait de l'extérieur qu'il a accès non seulement à des renseignements personnels, mais aussi à nos opinions, à celles de nos amis, ce qui n'est peut-être pas le cas d'Instagram ou Twitter, je me trompe? Je dirais, il y a plusieurs niveaux. Je pense que si on compare, par exemple, à Instagram ou à Twitter, tu
Instagram d'emblée appartient à Facebook, donc je dirais que le mode collecte de données est aussi agressif dans un cas ou dans l'autre, mais je pense aussi que qu'est-ce qu'il faut penser, c'est souvent la relation que les usagers ont avec la plateforme en question. Dans l'optique que Twitter, je pense que c'est beaucoup plus un réseau social, puis encore là, c'est sous toute réserve, c'est sous des intuitions, disons. J'ai l'impression que les gens vont beaucoup plus interagir là-dessus, comme si c'était un peu plus, comme si tout était public d'emblée. Et puis, évidemment, il y a de la collecte qui se fait. Il y a des gens qui vont avoir accès à tout ça. Puis, ça sert pour différentes affaires. Mais on dirait que ça choque moins le monde parce que on s'entend que qu'est-ce qu'on dit sur Twitter, c'est public. Par exemple, avec Facebook, puis c'est là, je pense que c'est la zone grise, c'est que tu sais, c'est notre mur, c'est notre réseau social. On veut l'avoir beaucoup plus fermé. De plus en plus, les gens vont jouer avec leurs paramètres de confidentialité. C'est nos justement. amis. Hein, aussi, hein. C'est nos amis. On va être beaucoup plus personnel là-dessus. Il y a une messagerie, tu sais, il y a Messenger qui est impliqué là-dedans. Donc, tu sais, que justement, c'est beaucoup plus proche du personnel. Donc, je pense que c'est aussi là que oui, même si techniquement les collectes de données peuvent être très similaires, les données elles-mêmes qui vont être récoltées vont être différentes parce que on fait autre chose sur Facebook qu'on fait sur Twitter. Puis je pense que c'est là aussi qu'il faut être particulièrement nuancé. Oui, au point de vue de l'information. Vous avez fait une étude, justement. Oui, mais avant d'y aller, peut-être je vais continuer sur ce que Anne-Sophie aussi vient de dire. Effectivement, tout ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça peut être très révélateur. Ce qu'on like, ce qu'on aime, ou ce qui nous fâche sur Facebook, ça en révèle beaucoup. Et ensuite, ce qu'on dit, les commentaires qu'on fait sur des nouvelles. Alors, il y a des partis politiques, il y a des organisations qui récoltent tout ça. Et c'est assez facilement accessible, je dirais. C'est étonnant là, combien ça peut être... pour quelqu'un qui est en mesure de programmer, là, c'est relativement facile d'aller chercher une petite base de données pour savoir, je pourrais rapidement savoir où vous logez sur le plan politique. Là. Et ensuite, une fois que je sais ça, bon, ben, je peux vous faire des propositions, justement, politiquement, là, parlant. Alors, sur Twitter aussi, on peut faire la même chose. Instagram, c'est plus compliqué, là, mais même si ça appartient à Facebook, mais déjà sur Facebook, on peut déduire beaucoup de choses de votre activité. Sur mon engagement, par exemple, vous êtes intéressé à ça aussi? Oui. Ben, c'est ça, justement. Donc, moi, je m'intéresse aussi à la place de l'information sur Facebook. Quel était le modèle d'affaires traditionnel des médias? C'était la vente de publicité. Bon, ben, on sait que dans les dernières années, aujourd'hui en 2018, là, la publicité en mode numérique, il y en a 80% qui est accaparée par Google à travers YouTube et Facebook. Alors, les médias, donc, perdent c'est encore le même bon vieux modèle d'affaires de vente de publicité, sauf que maintenant il est accaparé par deux, c'est un oligopole, presque un monopole là, de deux joueurs. Donc les médias sont privés d'une source de financement là, qui leur permettait de payer et faire de la nouvelle, récolter de l'information pour tout le monde. Alors moi je me suis intéressé à savoir quelle est la valeur de l'information qui circule sur Facebook au Québec. Monsieur Zuckerberg m'a aidé beaucoup au mois de janvier lorsqu'il a dit que, vous savez, il a annoncé qu'il allait avoir il allait avoir des changements dans l'algorithme et il a dit, et là, il y a des médias qui étaient inquiets, les médias vont moins bien, les nouvelles vont moins bien voyager dans Facebook. Puis là, il a dit, alors la part de l'information qu'il y a dans le fil d'actualité d'un utilisateur moyen va passer de 5% à peu près 4%. Alors, moi, j'ai pris ce 5%-là. Je suis allé chercher les revenus publicitaires de Facebook en 2017. 40 milliards de dollars, c'est quand même. C'est énorme. C'est le fun. Oui. Bravo. Mais, juste en Amérique du Nord et juste au Québec, 5% de ça représente 23 millions de dollars. Donc, juste avec les médias du Québec, Facebook a fait 23 millions de dollars. Mon argument, c'est qu'il faudrait qu'ils en retournent une partie aux producteurs d'informations, puisqu'ils font de l'argent avec ça aussi. Oui. Est-ce que c'est facile de se faire espionner? Plus on est actif sur les réseaux sociaux, plus on laisse des traces, donc plus on est à risque d'être découvert. On parlait d'engagement, là. Oui, oui, absolument. Puis après ça, c'est la question, c'est par qui, là? Parce que c'est tout le temps ça la question. Mais oui, absolument. Plus on laisse de traces, puis c'est là aussi que c'est peut-être aussi pas la limite de qu'est-ce que Cambridge Analytica a fait, mais dans le fond, elle voulait cibler des personnes qui étaient susceptibles potentiellement de changer d'opinion politique. Mais sinon, Facebook en général détient énormément d'informations. Puis tu sais, ne serait-ce que juste
les pages qu'on visite, même si on n'interagit pas avec le post en question, juste le fait de cliquer à quelque part, même si c'est pas un j'aime, juste cliquer sur l'article, ça dit quelque chose sur nous. Il y avait aussi un expert en cybersécurité qui est au Berkman Center, Bruce Schneier, qui disait que même qu'est-ce qu'on écrit dans une barre de statut, même si on l'efface, ils ont quand même ça à quelque part. Donc, ils ont vraiment accès à énormément de choses. Donc, ce que Facebook peut savoir sur les utilisateurs, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand on a une relation qui est très franche avec le média. Donc, le moindrement qu'on commence à être un petit peu critique par rapport à ça, comme moi, je connais beaucoup de personnes qui vont essayer de faire de l'obfuscation, liker des affaires qui n'ont pas d'allure. Bon, si ça marche, ça va mettre un peu de bruit dans l'engrenage, mais sans plus. Mais quelqu'un qui a une relation très honnête avec Facebook est capable d'en savoir énormément. Ensuite vient un peu de l'extérieur, donc c'est quand on parle de publication et tout ça. Là, c'est sûr que si on a des idées qui dérangent, des idées qui sont peut-être moins populaires, ben ça devient une cible quand même de choix. À la fois dans un contexte de surveillance interpersonnelle, donc des personnes qui vont voir, donc des individus qui vont s'intéresser au profil puis qui vont ensuite aller regarder, ils sont capables d'en dire beaucoup. Un exercice qui est super le fun à faire, tu sais, justement, c'est faire comme si on appliquait un emploi, donner son CV à une amie puis juste essayer de voir qu'est-ce que la personne est capable de trouver sur Internet et c'est quoi l'histoire qu'elle peut se faire, parce qu'après ça, t'as la notion d'interprétation qui va par-dessus la chose. Mais aussi, si on regarde un peu plus niveau paranoïaque, ben c'est pas complètement c'est pas hors de question, puis c'est pas, d'après moi, c'est chose courante quand même que le gouvernement ou des services de police ou peu importe, fasse juste demander une requête d'information sur telle personne et puis on voit justement tout ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se fait quand même de manière régulière. Là. Ouais, donc, je me rappelle que vous nous conseillez de crypter nos emails, mais là sur Facebook finalement on crypte rien et on laisse tout ouvert. Facebook, dans le fond, c'est comme si on avait une conversation en criant dans la rue, en enregistrant le tout. Faut avoir ce niveau-là de vie privée sur Facebook. Connaissez-vous le CST? Le Centre de la sécurité des télécommunications. Je pense que c'est un organisme que la plupart des Canadiens québécois auraient intérêt à connaître parce que c'est l'équivalent canadien de la NSA. La NSA est beaucoup plus connue. C'est l'organisme donc américain qui surveille, qui monitore les télécommunications. Et qui a été aussi beaucoup mis en lumière depuis 2013. Grâce à Edward Snowden. Edward Snowden a révélé justement toute l'information que la NSA possède. Ben, la NSA et le CST travaillent main dans la main. Et les informations, ils s'en échangent. Donc, la frontière est très poreuse entre les États-Unis et le Canada. C'est ce qu'ils appellent les Five Eyes. Donc, des fois, même des requêtes d'informations, en fait, qu'on n'aurait pas le droit de faire au Canada, ben, la CST va faire un petit clin d'œil à la NSA, puis ils vont dire, toi, tu peux-tu y avoir accès? Puis là, ils se partagent le tout. Puis là, c'est génial. Oui, alors, tout ça, on n'en a pas de... Ben oui, Edward Snowden nous en a donné des preuves. Oui, nous a démontré que effectivement sans même que Facebook soit, c'est ça l'implication de Facebook, on n'en a pas de preuves, mais je veux dire les petits génies là, de la NSA et du CST sont capables d'aller puiser dans les bases de données de Facebook et de ramasser de colliger des quantités phénoménales d'informations sur nous tous. Oui. Puis ça aussi, qu'est-ce qui est important à dire, c'est que souvent on va mettre ça sous le chapeau du terrorisme en disant que la CST va se défendre en fait en disant nous on essaye avec ça d'attraper des terroristes, mais la réalité c'est que c'est surtout pour faire de l'espionnage commercial, beaucoup de surveillance des groupes militants, particulièrement des groupes de protection de l'environnement autochtone, c'est connu qu'ils se font surveiller, donc c'est là qu'on voit un peu à quoi peut servir tout ça, puis c'est pas pour arrêter des attaques terroristes là, je veux dire, je serais contente si ça arrêterait des attaques terroristes, mais entre-temps, il y a énormément de causes légitimes à qui on met des bâtons dans les roues à travers ces programmes de surveillance. Oui. Pour finir, parlons un peu éducation aux médias. Que faut-il enseigner aux citoyens, aux jeunes journalistes, pour avoir un usage des réseaux sociaux sécuritaires et vérifiés et pour avoir accès aux bonnes informations, à toutes les informations? Bon, Anne-Sophie vient de dire justement, effectivement, des groupes qui font l'objet d'une surveillance policière. Alors, ce que je dis à mes étudiants, c'est de leur responsabilité lorsqu'ils interagissent avec des sources dans ces milieux-là. On pense aux milieux environnementaux, entre autres.
un militant environnemental pourrait révéler à un journaliste qu'il va avoir telle action, telle manifestation, mais là, si les communications du journaliste ou de la journaliste sont épiées par la police, bon, ben là, ils viennent de... Alors, je leur dis d'abord, moi, je leur montre comment chiffrer ces courriels, comment chiffrer ces documents, mais même le chiffrement a ses limites. Parfois, je leur dis, il n'y a rien de plus sécuritaire que de se rencontrer en face à face, sans utiliser de technologie, justement. Puis je pense que ça, on peut, justement, cette éducation-là est extrêmement importante. Puis c'est aussi, ça revient à de la littératie technologique. C'est-à-dire que le but, oui, c'est super important de savoir chiffrer ces affaires. Moi, c'est la première chose que je dis aussi aux gens que je forme, c'est de dire, même si vous n'avez pas besoin de clés de chiffrement maintenant, ça peut juste être une notion de respect éventuellement. Quand une personne va en avoir besoin, elle va voir que vous les avez, donc elle va se sentir en sécurité de vous contacter comme ça. Mais outre cela, je pense que c'est vraiment essayer de comprendre comment les technologies fonctionnent, comment elles récoltent des données, puis après ça, le but, c'est de nous agir de manière un petit peu plus intelligente dans tout ça, donc essayer d'être capable de cerner les risques qu'ont nos communications, puis d'être capable de se protéger pour mieux arriver à nos fins. Je pense que c'est surtout là que la notion de littératie technologique embarque. Première chose à faire, allez voir dans Facebook vos paramètres de confidentialité. Essayez d'aller boucher des trous, boucher les écoutilles à ces endroits-là. Comme la plateforme, dire que la plateforme ne communique pas peut-être avec d'autres logiciels. Oui. Essayer justement de couper les liens avec des applications, parce que dès qu'on download une application sur notre cellulaire ou peu importe, il demande accès à notre Facebook, ça veut dire que les deux applications se parlent, qu'il y a un gros tube qui s'échange des données. Fait que si on n'a pas besoin que ces deux apps-là se parlent, couper le lien, enlever le... Donc, c'est le temps de nous responsabiliser face à Facebook et aux réseaux sociaux. Puis de prendre ça en main. Avec tout ce qu'on fait en ligne, en fait. Pas juste Facebook et les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait en ligne, c'est comme le disait Anne-Sophie, tout ce qu'on fait en ligne, c'est comme si on le faisait publiquement. C'est comme si on hurlait dans un haut-parleur sur la place publique. Donc aujourd'hui, vous allez regarder vos paramètres dans toutes vos applications. Merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Anne-Sophie Letellier, étudiante au doctorat en communication donc à l'UQAM et co-directrice aux communications chez Crypto Québec, et de Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons pour notre chronique Olivier Hernandez, directeur des opérations à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Bonjour. Bonjour. Cette année, 2 artistes seront en résidence à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Expliquez-nous. Alors oui, cette année, pour fêter le 40e anniversaire de l'Observatoire du Mont-Mégantic et les 20 ans aussi du centre d'exposition de l'Université de Montréal, nous avons décidé de mettre nos efforts en commun et de créer un projet de résidence d'artistes à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Et quand on parle de l'Observatoire du Mont-Mégantic, on ne parle pas uniquement du télescope sur la montagne. Il faut savoir que l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est la constellation qui réunit les laboratoires qui fabriquent des instruments et qui sont situés principalement à l'Université de Montréal et aussi à l'Université Laval, et le télescope sur la montagne. Donc l'Observatoire du Mont-Mégantic, ce sont ces 3 points, l'Université de Montréal, l'Université Laval et le télescope sur la montagne sur le Mont-Mégantic. Pour fêter les 40 ans donc de l'Observatoire du Mont-Mégantic, nous avons décidé de nous associer au centre d'exposition de l'Université de Montréal afin de faire en sorte que l'art puisse rencontrer la science et d'offrir quelque chose un peu plus original que simplement de la science à l'Observatoire pour souligner ce 40e. Nous avons travaillé depuis plus d'1 an et demi, 2 ans à monter ce projet-là avec le centre d'exposition qui fête lui aussi ses 20 ans, qui fête ses 20 ans en fait. Nous fêtons nos 40 ans. Nous avons ouvert un concours qui a récolté beaucoup de candidatures, plus d'une 50aine de candidatures en fait, avec beaucoup de candidats. Les choix ont été vraiment très très difficiles à faire. Et nous avons sélectionné 2 artistes. À l'origine, on désirait simplement sélectionner un artiste, mais devant le choix qui s'est proposé à nous, on n'a pas eu d'autres avenues que de choisir les 2 meilleurs qui se présentaient à nous. Et puis on tenait beaucoup à cette parité entre les hommes et les femmes aussi. C'était une question très importante pour nous. Et donc Yann Pocro et Bettina Forger ont tous les deux été sélectionnés pour faire cette résidence qui se déroulera non seulement dans les locaux même des universités Montréal et l'Université Laval, mais aussi au télescope lui-même.
Et ces deux artistes visuels nous ont épatés avec leurs dossiers et leurs propositions. Et maintenant, nous travaillons de concert avec eux très très fort pour que ils puissent réaliser donc des œuvres qui seront présentées en fait de la fin septembre jusqu'à la mi-décembre à peu près au centre d'exposition de l'Université de Montréal et qui sera le travail de plusieurs mois de recherche qu'ils effectueront au sein de notre organisme. Oui, présentez-nous peut-être un peu ces artistes-là. C'est intriguant. Bettina Forger, par exemple. Alors, Bettina Forger est une artiste qui fait actuellement un doctorat à l'Université Concordia, qui a une passion en fait pour les exoplanètes et qui travaille très très fort avec qui fait aussi une autre résidence d'artiste cette fois-ci à l'Institut SETI, donc le fameux institut de recherche d'intelligence extraterrestre, qui ne fait pas que ça d'ailleurs. C'est un institut qui fait beaucoup de recherches. Le fameux film Contact vient de là, tout le monde le connaît très bien. Mais la recherche est non seulement sur l'intelligence extraterrestre, mais aussi sur les exoplanètes beaucoup. Donc Bettina Forger fait déjà ce travail de résidence et va poursuivre son projet de ce qu'elle appelle le zoo des exoplanètes, où elle va créer en fait une taxonomie des exoplanètes. Elle voudrait créer une taxonomie des exoplanètes avec probablement des modèles 3D avec des imprimantes laser pour différentes exoplanètes, essayer de les classer. En tout cas, elle va rencontrer tous les membres de l'équipe, non seulement de l'Observatoire du Mont Mégantic, mais aussi de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qui vont se prêter à ce jeu de création avec elle pour pouvoir voir comment elle va orienter en fait ses projets artistiques. Oui. L'autre artiste? Oui, pour ce qui est de Yann Pokro. Yann Pokro est un artiste visuel aussi très prisé en ce moment. Yann vient de recevoir en fait un projet avec la ville de Montréal pour souligner l'importance de trois femmes très très importantes à Montréal, et il va dédier une sculpture sur le Vieux-Port de Montréal à ces trois femmes-là. Il a été sélectionné par la ville de Montréal pour ça. On peut le voir aussi actuellement au musée d'art contemporain avec l'exposition de Léonard Cohen. On voit une salle où dans une des salles, il y a des œuvres de Yann Pokro et c'est vraiment très impressionnant ces jeux de lumière qu'il fait, d'ombre et de lumière qu'il arrive à réaliser. C'est quelqu'un de très visuel et lui, son projet va se définir un peu plus avec le contact des chercheurs qu'il va avoir lors des prochains mois. Il va tranquillement rencontrer différentes personnes et puis passer du temps à l'observatoire, tout comme Bettina Forger, mais ils vont passer tous les deux du temps énormément au télescope même pour essayer de voir comment travaillent les gens et puis trouver une inspiration et des projets fondamentaux pour leurs œuvres en fait. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. On était donc en compagnie d'Olivier Hernandez, directeur des opérations à l'Observatoire du Mont Mégantic. Donc on va regarder l'exposition, je pense, est prévue pour septembre ou cet été. Pour la fin septembre, on commence la fin septembre et c'est fini à la mi-décembre. Entendu. Donc on vous mettra le lien. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue